Jusqu'où le sacrifice de soi? À dire à une majorité populaire l'intérêt de préserver les terres agricoles et naturelles, quand cette majorité voit dans les grands travaux qui les recouvrent les signes de sa prospérité. La mort, les blessures, citoyens en manifestation, mais aussi pendant leurs préoccupations engagées à créer les moyens de protéger le foncier agricole et naturel dans leur pays. Si le rapport de force juridique est souvent déséquilibré et à l'avantage des porteurs de projets, du fait de leur puissance financière et de leur qualité d'initiés, la majorité populaire est-elle possible à gagner par l'idéation politique et le débat public? C'est le jour où la planète dit stop. Depuis aujourd'hui et jusqu'à la fin de l'année, elle va vivre à crédit. En clair, les humains ont consommé en seulement 8 mois la totalité des ressources que la planète peut renouveler en 1 an. Les émissions de gaz à effet de serre sont de plus en plus importantes. Et les conséquences de cette surconsommation sont déjà visibles. Pénurie d'eau, déforestation ou raréfaction de certaines espèces animales. Les pays développés sont les principaux responsables de cette dette écologique. Si chaque personne vivait comme un habitant des États-Unis, plus de 4 planètes seraient nécessaires. 3 si tout le monde était français, moins d'1 planète en revanche, si nous vivions comme des Indiens. Les solutions, selon les associations écologistes, limiter ses déplacements, consommer moins de viande et éviter le gaspillage. Devant cela, qu'est-ce qu'il nous dit, le capitalisme? Il nous dit, don't worry. Don't worry. We have technology. For example, a pipeline carries oil from Texas all the way to New York. The crude oil also is carried to the refineries by train, by ship, and by tank trucks. Crude oil must be changed. La technologie salvatrice. On va pomper dans l'eau de mer pour la transformer en eau douce. Il n'y a plus d'eau douce. Don't worry. Il n'y a que le capitalisme qui peut faire maintenant la révolution verte. Il n'y a que la finance privée. Parce que si la finance privée n'est pas stimulée à investir pour faire une nouvelle molécule plutôt que faire la molécule qui pollue, faire la molécule qui ne pollue pas, utiliser la cellule qui permet de faire des procédés qui ne sont pas polluants, qui ne détruisent pas les écosystèmes, s'il n'y a pas la finance privée qui les fait, il n'y aura pas d'économie soutenable. Il n'y aura pas de développement soutenable. Donc, le développement soutenable égale capitalisme mondial en croissance. Et je ne rigole plus. The history-making mission of Dave's dream. It is don't worry. We have the market. Alors, le marché des émissions de CO2. Operation Crossroads has begun. Les marchés de l'azote, les marchés des eaux usées, les marchés de tout, les marchés de connaissances, les marchés du capital biotique. Dream test is at hand as the Bombay doors open. À travers les brevets, à travers les droits de propriété privée sur les plantes, les micro-organismes, on va vendre tout ça. La conséquence sur l'environnement, la nature, les ressources de la nature, c'est la marchandisation de la vie. Comme la première conséquence sur les êtres humains, c'est qu'il y aura de plus en plus d'appauvris et donc d'exclus. La deuxième grande conséquence sur le capitalisme, c'est la marchandisation de la vie. Finest of machinery and power to work the land. Finest kind of man to do the job at hand. It's the freedom to sow. It's the freedom to travel where a man may want to go. La productivité agricole sur les 3 céréales de base, comme le blé, comme le riz, etc., est en train de diminuer. Et on annonce que dans 30 ans, on ne sera plus, la terre a été tuée, la terre est du sable, n'est plus que fertile. On n'aura plus, il faudra déboiser, c'est pour ça qu'on commence à déboiser l'Amazonie, pour avoir la forêt amazonienne, la forêt du Congo, la forêt indonésienne, pour avoir des surfaces agricoles de plus en plus vastes, qu'on utilisera après
de manière destructrice pour faire de l'énergie, du bioéthanol jamais vu dans la vie qu'on utilise la terre pour produire des matières végétales à travers lesquelles on va faire l'énergie. C'est le cirque le plus dramatique, le plus fou et irrationnel qu'on est en train de faire. Il y a un virage à prendre, mais vraiment à 90 degrés, pour faire en sorte qu'on intervienne collectivement et qu'on intervienne collectivement sur les politiques publiques. Les pouvoirs publics ont des comptes à rendre à la population. Si on ne veut pas que ce soit les chambres de commerce, les prétendus lucides, qui fassent la loi et qui sabrent littéralement les dispositifs de consultation publique, comme le BAP, qui modifient la loi sur l'environnement, entre autres, ben écoutez, on n'est pas sorti du bois. Par conséquent, il y a intérêt à se tenir les coudes, mais sur les grands enjeux, sur les vrais enjeux, en allant chercher d'autres noms. C'est la classe financière, la classe des hommes d'affaires, des investisseurs, hein, qui ont fait cette espèce de détournement très subtil de la démocratie à leur avantage. Hein, comment détourner la démocratie en faveur d'une classe qui va en profiter. Alors, le premier moyen, c'est le lobbying. Hein, le lobbying, c'est pour le milieu des affaires un contact avec le pouvoir, et ce contact avec le pouvoir permet d'imposer au pouvoir les volontés de ce milieu des affaires. Ce lobbying, il est vraiment de plus en plus important, et avec une nouvelle entente comme le PSP, là, on n'a même plus besoin de lobbying. Pourquoi? Parce que le lien avec le pouvoir est direct. On va reconnaître au patron une espèce de pouvoir d'influence qui est direct. Et donc, à ce moment-là, le lien entre les élus et le milieu des affaires est un canal maintenant direct, sans encombrement. Le rêve de la richesse individuelle est la base de la fête de la société capitaliste. C'est uniquement la richesse individuelle, c'est-à-dire si tu peux payer, toi, avoir le jardin d'enfants pour tes enfants, l'école pour tes enfants, la piscine pour ta famille, pour toi, la voiture pour toi, pas les transports collectifs, la clinique pour toi, l'hôpital pour toi, pas l'hôpital et la clinique collective. Il faut être riche et il faut être le meilleur. C'est l'entreprise privée qui met le capital dans la société, qui met le capital dans les rivières, dans les lacs, dans les nuages, dans l'air, dans les vents, dans les tempêtes, qui transforme et permet de changer le monde pour assurer davantage de richesses individuelles et permettre à tout le monde d'avoir davantage de bonheur. Et c'est pour cela qu'on nous dit, pas de salut sans entreprise privée. Ce qui est extraordinaire, c'est que nous pouvons dire que le système capitaliste, pour fonctionner et pour permettre au nombre petit des aristoches, des meilleurs, des plus forts, des plus compétitifs, de devenir riches, doit nécessairement créer l'appauvrissement du plus grand nombre. N'est pas un objectif structurel de la société capitaliste pour être éliminé. C'est-à-dire que la société capitaliste ne veut pas éliminer et éradiquer la pauvreté, parce que l'existence de la pauvreté et les dynamiques d'appauvrissement croissant du plus grand nombre sont nécessaires et indispensables pour l'existence même de la société capitaliste. Et c'est pour cela qu'on peut dire aujourd'hui que la conséquence fantastique d'un système capitaliste, c'est la logique de l'appauvrissement nécessaire et indispensable d'un nombre grandissant de personnes. Alors, si vous voulez lutter contre la pauvreté, il faut lutter contre le système capitaliste, pas l'aide à la pauvreté. Si nous voulons contribuer à l'éradication de l'appauvrissement, nous devons lutter contre les logiques qui sont à l'origine de l'appauvrissement. La lutte pour l'éradication de la pauvreté passe par la lutte de l'éradication de la société capitaliste.
Vous m'aimez encore un tout petit peu? Dernier sondage réalisé par l'Institut Ipsos. En attendant, les résultats communiqués par le ministère de l'Intérieur, vous le voyez, Emmanuel Macron en tête, 23,9% devant Marine Le Pen, 21,7%. Vous voyez donc qu'il s'agit toujours d'estimation. On va voir également les autres candidats de cette élection présidentielle. François Fillon, 20%, Jean-Luc Mélenchon, 19,2%. C'est serré derrière. Benoît Hamon, 6,3%. Autour des 5%, Nicolas Dupont-Aignan. Et puis ensuite, tous ceux qui ont donc été surnommés les petits candidats durant cette campagne, Jean Lassalle et Poutou, autour d'1%. Derrière, François Asselineau, Nathalie Arthaud et Jacques Cheminade. À noter que côté officiel, donc on attend la proclamation des résultats officiels par le ministère de l'Intérieur qui annonce déjà que sur plus de 40 millions de bulletins dépouillés, c'est bien Emmanuel Macron qui est en tête avec environ 23% des voix devant Marine Le Pen, 22%. Le face-à-face a d'emblée tourné au combat. D'entrée de jeu, Marine Le Pen attaque Emmanuel Macron. Monsieur Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, de l'ubérisation, de la précarité, de la brutalité sociale, de la guerre de tous contre tous. Le sourire étudié se transforme en rictus au fur et à mesure des meetings, l'enfant chéri du système et des élites. En réalité, Emmanuel Macron, lui, répond coup pour coup. Vous avez démontré que vous n'êtes en tout cas pas la candidate de l'esprit de finesse, de la volonté d'un débat démocratique équilibré et ouvert. Merci pour cette belle démonstration que vous venez de faire, Madame Le Pen. Ce sont alors deux visions de la société qui s'affrontent. Ce que vous portez, c'est l'esprit de défaite. C'est d'expliquer à nos concitoyens, c'est trop dur la mondialisation pour nous, c'est trop dur l'Europe. Donc on va se replier, on va fermer les frontières, on va sortir de l'euro, sortir de l'Europe, parce que les autres y arrivent, mais pas nous. Vous n'avez pas d'esprit national, vous ne pensez pas à l'intérêt supérieur de la nation. Vous défendez, je vous le reprocherai toujours, des intérêts privés. Je pense que les Français en ont pris conscience. Le problème, c'est que derrière, il y a de la casse. Madame Le Pen, ce qui est extraordinaire, c'est que votre stratégie, mais c'est normal, ça fait des décennies que ça dure. Votre stratégie, c'est simplement de dire beaucoup de mensonges et de dire tout ce qui ne va pas dans le pays. Mais vous ne proposez rien. Les attaques continuent autour de l'économie. Je suis la candidate du pouvoir d'achat. Vous, Monsieur Macron, vous êtes le candidat du pouvoir d'acheter la France, hein, de la dépecer. Dans votre société, tout est à vendre et tout est à acheter. Les deux candidats poursuivent leur passe d'armes sur le terrorisme. Non seulement vous n'avez pas de projet, mais en plus vous avez une complaisance pour le fondamentalisme islamiste. Il faut évidemment fermer les mosquées salafistes, il faut expulser les prêcheurs de haine. Je serai intraitable et je mènerai la lutte sur tous les plans contre le terrorisme islamiste. Mais ce qu'ils attendent, le piège qu'ils nous tendent, c'est celui que vous portez. C'est la guerre civile. Un débat virulent qui laisse... Économie de dépenses inutiles. Ça, c'est écrit comme ça sur mon papier. J'ai dit, c'est quoi ça encore? Je connais les dépenses inutiles, c'est les macronades et tout ça. Bon. Non, on m'a dit pas du tout, t'as pas compris. Eh bien, les dépenses inutiles, c'est quand on fait reculer des dépenses qui servent à rien. Par exemple, moins de remboursement parce que les gens vont mieux. Hein? Vous dépensez moins, forcément, si les gens vont mieux. Vous n'avez pas besoin de... Et ainsi de suite. Mais il est marqué aussi, fin des grands travaux inutiles. L'aéroport Notre-Dame-des-Landes, vous en pensez ce que vous voulez, mais avec moi, c'est fini. Benoît Hamon, que décidez-vous sur le projet d'aéroport Notre-Dame-des-Landes, sous-entendu si vous êtes demain président de la République? On arrête, on recommence? Donc, puisqu'il est dans la loi travail, dans la nouvelle loi travail, on garde ce qui est bien, le droit à la déconnexion, le compte pénibilité, mais on enlève ce qui facilite le licenciement et ce qui baisse le tarif des heures supplémentaires. C'est pour faire une petite précision. Notre-Dame-des-Landes, faut-il entreprendre les travaux? Je suspendrai la déclaration d'utilité publique. Je considère qu'au regard aujourd'hui des données, des études qui ont été produites par le ministère de l'Environnement, ce chantier est aujourd'hui un chantier qui crée plus de discorde et de désordre qu'il n'apportera de perspective économique. Malgré le référendum et les 30 décisions de justice que je prendrai.
Guerre civile ou révolution dans un seul brin de paille? Quel est le prix de la sagesse d'un peuple? Son attachement à sa terre nourricière? Chercher chemin, évolution, marche, dialogue, œuvre, élan, invitation, qui progresse vers un meilleur partage du bien social et sa constitution sage. J'ai suivi notre campagne présidentielle française par ma lecture vidéo des publications de M. Hamon et associés, candidat élu aux primaires socialistes pour représenter le Parti socialiste. Était-ce la quête d'un socialisme réel dans sa temporalité et sa territorialité qui commença, essayant de retrouver la voie du progrès social, intelligent, réel, dit en vérité, honnêtement, soit répondant à ces deux questions. La question de qu'est-ce que nous avons, qui ressort de la réalité économique et écologique, et la question de notre activité, de sa modalité, de ses possibles solidaires, soit la taxation des licenciements autant que des machines et des ordinateurs, en cause dans la disparition de nombreux emplois, et aussi la réduction du temps de travail, et même le financement du revenu universel, faisant naître à chacun le droit, sémantiquement, politiquement, légalement, socialement, de créer du possible progrès social et écologique, indépendamment de l'économie officielle et de ses aléas courtiers. Jean-Luc Mélenchon est un marcheur expérimenté dans ce chemin en désaveu des tauliers du PS, dont ces messieurs Valls, Le Drian, Collomb et combien d'autres rejoignirent Emmanuel Macron en dépit des primaires socialistes. Benoît Hamon, lié à Yannick Jadot pour Europe Écologie Les Verts, et Jean-Luc Mélenchon ne s'unirent pas, ni les Républicains avec le Front National. Le nouveau président de la République, Emmanuel Macron, misa au centre. Créer du commun social par le seul marché économique et par le caractère transactionnel de la communication, ne crée-t-il pas de la distinction sociale, de la différenciation de droits, à terme de l'exclusion? Que se peut-il pour qui n'a rien à donner en échange? Le résultat de notre élection présidentielle française reflète-t-il l'état de la pensée populaire française? Existe-t-il un conventionnalisme fébrile, potentiellement violent, revendicatif de soi en tant qu'égrégore, en tant que communauté constituée? La France, et toute communauté nationale ou autre, jusqu'à toute individualité, est-elle faite de sa capacité transactionnelle constituée dans le commun du monde, et seulement ça? Cet attribut de puissance et d'autodéfense, lisible, quantifié dans l'activité économique mesurée, comme si tout dépendait de la mise en réalité sociale et psychologique publique et individualisée de l'information. Information devenant l'outil premier de contrôle de tout sujet et personne. Le succès de l'entreprise, de l'accroissement économique, est aussi la part prise à soi et pour soi du porteur de ce succès, et de ce qu'amène l'acceptation de l'autre quant à la volonté exprimée de l'entreprise initiée. Vendre, faire accepter un prix, se faire obéir, c'est rendre utile, vrai, inévitable, l'information donnée à l'idéation de son public cible quant à cette information.
La prise d'ascendant et de pouvoir, la conquête de marché, la conquête comme la croissance économique, semble reposer sur la part prise sur la volonté d'autrui, sur la détermination de sa propre liberté. Parfois, le plus souvent, au nom des valeurs de l'égrégore représenté, qui conquiert, impose sa volonté, ses valeurs, ses protocoles comportementaux, au champ de la liberté de ceux qui sont sur son territoire de conquête. Essentiellement motivé par le pouvoir et la prise d'ascendant sur autrui, comme étant l'unique définition et garantie relative de la sauvegarde tant de sa propre volonté, de sa propre liberté, de sa propre sécurité. Qui peut dire si à ces fins dits légitimes, la tricherie n'intervient pas, sachant que le propre de la tricherie est d'être indécelable. Conventionnalisme, attribut de puissance et d'autodéfense lisible, quantifié dans et par l'activité économique mesurée. Mesurée et conçue par quels moyens? La comptabilité, la financiarisation de toute utilité, nécessité, bien et service, et ces outils de calcul numérique, informatique. Mais ensuite, il y a aussi la parole publique, commerciale, politique, autant de leviers d'influence qui passent par le langage, fait art de musicien et de sculpteur de l'émotion des masses, autant qu'individuelle. C'est l'influence par les affects de la pensée collective et individuelle. C'est aussi par l'effet de groupe, l'effet de masse, que s'obtient cette influence. Comptabilité, financiarisation, informatique, mathématiques, numérique, psychologie, sociologie. Les arts du pouvoir et de la prise d'ascendant progressent encore et encore, depuis la découverte du fer et du feu. Si on veut aspirer à vivre en paix, il vaut mieux répartir la richesse. Et il faut remettre à plat un modèle économique, mais qui n'est pas un modèle qui partage. Ce n'est pas un modèle qui préserve, c'est un modèle qui épuise les ressources et c'est un modèle qui concentre les richesses. Vous savez, Edgar Morin, il analyse très bien la situation, parce que la crise qu'on traverse, elle est plus profonde qu'une simple crise politique. D'ailleurs, si c'était qu'une crise, il y a longtemps qu'elle serait derrière nous. Il dit, nous sommes technologiquement triomphants et culturellement défaillants. Et c'est bien ce qui exacerbe et qui irrite les gens, c'est que les moyens sont là, qu'il n'y ait pas suffisamment d'humains, que nous ne profitions pas d'ailleurs d'une campagne présidentielle pour redéfinir ensemble une vision, ce qui appartient au progrès, ce qui n'appartient pas au progrès, parce qu'on confond sans arrêt progrès et performance. Certes, je ne pense pas qu'on ait fait cet exercice-là. Mais la redistribution dont vous parlez, pardon de vous le dire, elle n'est pas si évidente que ça. Déjà, à l'échelle du monde, vous avez 1% qui concentre 93% de la planète. Là, je parlais vraiment de notre pays. Enfin, même à notre échelle, est-ce qu'il y a une certaine équité dans la redistribution et dans l'effort et dans la solidarité? Quand vous avez un pan entier de l'économie qui s'est organisé en toute légalité, mais en toute immoralité pour échapper à l'impôt ou à une partie de l'impôt, notamment par ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, est-ce que vous pensez que ça, c'est pas une forme de violence? Éloigner la corruption de l'information. Arriver à une culture populaire propre, à une culture de la simplicité honnête, à une construction écologique et socialiste de la communauté France, l'agriculture en socle de construction sociale, populaire, économique, politique. Est-ce là le propos de M. Mélenchon et de M. Hamon? M. Macron fut photographié feuilletant ce livre sur l'agriculture permanente et naturelle, la révolution dans un seul brin de paille. Parviendrait-il à en traduire la réalité politique, sociale, publique, populaire, la rendant viable territorialement et macroéconomiquement, faisant de l'instruction de la permaculture à échelle de la nation une raison d'espoir à défendre, autant que les terres agricoles et naturelles? Loin des discours, part de cet enjeu se joue à Notre-Dame-des-Landes, où pour de nombreuses personnes,
Le conventionnalisme des grands chantiers bâtis en plein champ détruit davantage qu'il ne protège nos vies et la vie française. Alors quoi? Cesser de bâtir en plein champ? Bâtir sur l'existant? Ne plus sacrifier à l'histoire les espaces agricoles et naturels? Qui sait? Enquête édifiante ce matin, 100% des enfants sont porteurs de perturbateurs le endocriniens. sujet santé et environnement. 100% des enfants, qu'ils vivent en ville ou à la campagne, sont contaminés par les perturbateurs endocriniens. C'est une enquête de 60 Mais millions. voilà un sujet majeur, le sujet santé-environnement. Le XXe siècle a été le siècle de l'hygiène bactériologique. Le XXIe siècle devrait être le siècle de l'hygiène chimique. On sait bien qu'il y a des relations de cause à effet monstrueuses et tragiques dans l'émergence de nouvelles pathologies entre la dispersion de produits chimiques dans notre alimentation, dans la vie quotidienne. C'est un sujet passionnant. On l'a vu avec tous les pics de pollution. Les Français sont en attente qu'il y ait une réponse et une stratégie pour lutter contre ça. Le sujet santé-environnement a été effleuré. Le sujet biodiversité, alors là, j'en parle même pas, la biodiversité. On n'ose même plus en parler parce qu'en s'intéressant aux autres êtres vivants, ça voudrait dire que nous ne nous intéressons pas à l'humain. Je rappelle quand même qu'on n'a pas deux cœurs. On n'a pas un cœur pour les autres êtres vivants et un cœur pour l'humain. Tout ça procède de la même sensibilité. L'alimentation d'un peuple et pourvoir à ses emplois appartiennent aux fonctions régaliennes de l'État. L'intention éditoriale de ces publications voulut montrer un gisement de bonheur populaire possible, propre à la préservation et à la culture pérenne des terres agricoles et naturelles acquises par l'État, au lieu d'y favoriser le béton, le bâtiment et les travaux publics. Dans cette élection présidentielle 2017, les candidats Hamon et Mélenchon, représentant 26% des Français, se sont engagés contre le projet de nouvel aéroport nantais à bâtir en pleine terre naturelle et agricole dans la commune de Notre-Dame-des-Landes. Chaque ville ne peut-elle pas se rebâtir en ses murs, croissant vers le haut, intégrant la végétation en elle, plutôt que de s'étendre en métropole en pleine terre naturelle et agricole? Chaque construction en pleine terre ne devrait-elle pas être conditionnée par sa vocation agricole, populaire, nourricière, et pourvoyeuse d'emplois pérennisés pour le plus grand nombre? Un département de la taille du Rhône disparaît sous le béton chaque 6 ans. Les solutions, est-ce qu'elles peuvent se trouver réellement aujourd'hui dans l'écologie? Oui. Enfin, la réponse, tout dépend ce qu'on met derrière le mot écologie, parce que souvent on a une vision un peu caricaturale de l'écologie. Je pense que l'écologie, justement, c'est la vraie modernité. Il n'y a pas que la technologie qui va permettre de sortir par le haut des crises, mais elle peut y contribuer. Et dans le domaine écologique, je prends 3 exemples. Voilà. Dans le domaine de l'efficacité énergétique, réduire sa consommation énergétique à confort ou à service égal. Dans nos PME et nos TPE, il y a une profusion de technologies, d'offres et de services absolument exceptionnelles. C'est une manière de combiner l'enjeu écologique et l'enjeu social. Quand on peut diviser par 2, par 3, par 4, parfois par 10 sa consommation énergétique, comme on peut le faire dans un certain nombre de domaines, c'est une réponse sociale et une réponse écologique. Pour beaucoup de nos agriculteurs, l'écologie est vécue comme une contrainte. Ils ont l'impression d'être écrasés par les normes et je dirais, ils ne trouvent pas la voie aujourd'hui qui leur permette de respirer dans tous les sens du terme. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Vous prenez un cas d'école qui est très... Non, mais qui est un cas d'école qui justement montre bien qu'on a très très mal abordé le sujet. C'est pour ça que notamment en matière agricole, moi j'ai proposé un Grenelle de l'alimentation, de l'agriculture et accessoirement de la condition animale. Parce que si vous mettez tous les acteurs, toutes les filières autour de la même table, vous prenez le temps de partager une vision. Quand vous regardez l'argent qui est consacré à l'agriculture, que 30% de la politique agricole commune profite, enfin que 70% profite à 30% de la profession. Quand vous prenez ce qu'on appelle en termes économiques les externalités négatives de l'agriculture telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Vous et moi, on paye 3 fois notre nourriture. Vous la payez chez le commerçant, dans le budget de la PAC et dans les conséquences environnementales et sanitaires de l'agriculture. Si on a un dialogue intelligent, et on peut aujourd'hui totalement reconditionner cet argent et avoir un modèle agricole qui soit créateur d'emplois, qui n'ait pas de conséquences environnementales et sanitaires, qui nous offre une nourriture nutritionnelle de meilleure qualité,
C'est l'objectif et on ne peut pas ne pas être en accord avec ce que vous venez de nous dire. Mais je sais qu'au moment où nous sommes en train de l'exprimer sur RTL, il y a aussi des agriculteurs, je dis ça sans dramatiser, mais qui souffrent. 80% des agriculteurs sont en souffrance. Et au passage, vous avez remarqué que comme par hasard, il y a 20 ou 30% qui profitent de la politique agricole commune. Il ne faut pas confondre le monde paysan avec, je dirais, les gros producteurs céréaliers. Je veux dire, il faut une répartition beaucoup plus équitable. Il y a aujourd'hui des expérimentations. Prenez le réseau Ferme d'Avenir, par exemple, qui fait de la permaculture. Ce sont souvent des agriculteurs... Qu'est-ce qu'on appelle la permaculture? La permaculture, c'est qu'en fait, vous utilisez l'intelligence de la nature. Sur une même surface, vous allez cultiver plusieurs plantes qui vont s'aider les unes les autres. Certaines vont faire Elles se renforcent, en fait. Voilà. D'autres vont fixer l'azote de l'air dans le sol, etc. Avec les mêmes surfaces, ils ont des rendements agricoles supérieurs et des rendements agricoles et des rendements économiques supérieurs. Voilà des exemples qui fonctionnent au quotidien et qui pourraient demain devenir la norme. Si la restauration collective en France, comme nous le proposons depuis longtemps, au moins s'approvisionner à 100%, à se fixer cet objectif sur une agriculture de proximité, de qualité, mais non seulement vous créez demain des emplois par dizaines de milliers, vous changez la réalité quotidienne du monde paysan et vous donnez accès à une alimentation de qualité à tout le monde, pas simplement aux bobos qui peuvent se permettre de payer plus cher des produits bio. Alors justement, certains s'y attellent comme Arnaud Daguin, mais l'écologie peut-elle être en fait créatrice d'emplois? Et est-ce que vous pouvez nous donner des vrais exemples, vous qui vivez au cœur de ça à longueur d'année? Je viens de le dire sur l'agriculture parce que c'est vraiment... Je voulais changer de domaine. Non, voilà. Après, sur la transition énergétique, bien entendu, il va y avoir une reconversion, il va falloir développer notamment un modèle énergétique basé sur les énergies renouvelables, mais évidemment avec une vision. Il n'y aura pas simplement les éoliennes qui vont se substituer au charbon ou au nucléaire. Je pense que le principe... On n'a pas commencé nos premiers parcs d'éoliennes alors que nous, on a 2 présidents qui s'y étaient engagés. Comment vous expliquez ça? Mais parce que pour l'instant... Notamment par des recours successifs. D'abord, pardon de vous dire, mais je pense qu'il y a des résistances. Voilà, parce que le modèle énergétique de demain, c'est un modèle où vous et moi, on va pouvoir produire et auto-consommer notre propre modèle énergétique. Donc comprenez bien que le modèle qui a été jusqu'à présent dominant, c'est un modèle concentrationnaire, et on va voir ce que Jérémy Rifkin appelait la latéralisation de l'énergie. Ça veut dire que chaque village, chaque immeuble, à terme, chaque citoyen pourra produire sa propre énergie. C'est ce qui va se passer dans 20 ou 30 ans. J'étais, il y a une semaine de cela, inaugurer un bateau à Saint-Malo, qui va être un bateau un peu démonstrateur, qui s'appelle Energy Observer. Il va produire, enfin c'est déjà le cas, je l'ai vu à l'œuvre, il produit de l'hydrogène à partir de l'eau de mer, qui est transformé en hydrogène à partir du soleil. L'an dernier, les énergies renouvelables ont connu un développement record et avec des investissements en baisse. Comment expliquez-vous ça? Alors, je peux donner 2 exemples. Et je rappelle que vous aviez organisé une campagne qui liait transition énergétique et emploi qui s'appelait My Positive Impact. Vous connaissez, je reviens juste 2 secondes à l'agriculture, le taux de croissance du bio cette année, 37%. Vous connaissez un secteur où il y a 37%, sauf que le problème, c'est que d'où viennent la plupart des produits? Pas de France, parce qu'il n'y a pas suffisamment de surface agricole. Voilà un exemple d'aberration. Ça rejoint ce que vous venez de dire. Il y a une demande de plus en plus importante pour développer les énergies renouvelables, mais les investisseurs, pourquoi est-ce qu'il fallait mettre un prix au carbone? Parce qu'à partir du moment où vous avez un prix du carbone évolutif, les investisseurs privés se désinvestissent de l'économie carbone et petit à petit vont dans les énergies renouvelables. Visiblement, la demande vient des Français, mais par exemple, l'écologie a été extrêmement absente du débat de la présidentielle. Comment vous le vivez? Je le vis avec même plus une tristesse. Très sincèrement, une énorme colère quand je vois la situation écologique du monde entier. Pas simplement, alors évidemment, la disparition de la biodiversité qui fond comme la neige au soleil, bien entendu, mais la raréfaction des ressources, la perte des terres agricoles, les sujets de santé et environnement. Alors je dis pas qu'elle était absente. J'ai identifié notamment 3 candidats qui ont une approche un peu plus exigeante de l'écologie. Mais quand je vois on peut dire Macron, Hamon, Mélenchon, il faut être objectif. Mais quand je vois que la droite a toujours une forme d'aversion sur un sujet qui conditionne tout le reste, c'est vrai que ça me met en colère parce qu'il devrait y avoir une émulation positive et constructive. Et très sincèrement, entretenir une division politicienne sur un sujet aussi fondamental au moment où, très sincèrement, l'humanité est menacée dans ses fondamentaux, moi, ça me met excessivement en colère. Entre compétition et légitimation de soi, l'égoïsme est-il la première idéologie? Monde, société, communauté d'intérêt. L'intérêt général est-il ce rapport comptable de l'utilité sociale et économique, sanctionnant tout,
minéral, végétal, animal, humain. L'écologie devrait être une conscience et non pas un parti. Je suis reconnaissant à ceux qui, malgré tout, mettent dans la scène, dans la sphère politique, l'écologie, mais l'écologie c'est une conscience. Ça devrait être enseigné dès tout petit à l'enfant qu'il doit tenir compte que la vie, il doit la vie à la vie. Problème d'éducation. Voilà. Vous aviez été candidat en 2002, vous n'aviez pas recueilli les 500 signatures. Quel était l'objectif de cette candidature ? L'objectif de la candidature, c'était de saisir une opportunité d'une écoute nationale pour mettre en avant justement les problématiques les plus graves et les plus importantes. C'était pas une question de gauche ou de droite, c'est une question surtout, est-ce que nous sommes dans une société qui vaut la peine? Aujourd'hui, on est dans une société de l'abondance et on consomme des anxiolytiques en veux-tu, en voilà. On n'a même pas réussi à mettre de la joie dans cette société. Cette société est anxiogène, cette société est difficile, cette société détruit, cette société n'apporte pas vraiment un bonheur d'exister, au point que la question sera, existe-t-il une vie avant la mort? Après la mort, on n'en sait rien. Mais existe-t-il une vie avant la mort? Ça s'appelle pas vivre ce que nous vivons actuellement. Pour ce qui concerne les terres agricoles et naturelles, au progrès écologique et social ne reste-t-il que la part du colibri, cher à Pierre Rabhi, où chacun fasse évoluer son regard et sa propre vie? Ma toute première Z, c'est la Z de Décide. C'est des gens qui m'ont pris sous leur aile, qui m'ont protégé, qui m'ont défendu et qui m'ont jamais lâché. Et c'est pour ça que je suis toujours avec eux. Et ça fait 4 ans aujourd'hui et j'ai jamais eu aucun regret. Pourtant, j'ai pas d'argent, j'ai des habits sales. Mais j'ai des amis qui comptent sur moi et qui tiennent à moi. Et j'ai jamais eu ça, quoi. Donc, qu'est-ce qu'une ZAD? Une ZAD est simplement une zone à défendre, une zone de nature plutôt à défendre pour les vrais intérêts publics qui sont, contrairement à ce que vont nous faire croire, les vrais intérêts publics ne sont pas un nouveau stade géant alors qu'on en a déjà un, ne sont pas un nouvel aéroport géant alors qu'on en a déjà un, ne sont pas un barrage, ne sont pas ce genre de choses. Une zone à défendre, c'est la nature à défendre pour les vrais intérêts publics. Les vrais intérêts publics, c'est respirer convenablement, se nourrir convenablement. Et c'est sûrement pas bétonner la forêt, bétonner le peu de verre qui nous reste. La planète. Bétonner la planète, c'est moche. C'est très moche. Et pour ça, il y a des gens qui luttent. Il y a des gens qui luttent tous les jours, il y a des gens qui luttent au quotidien, il y a des gens qui luttent ponctuellement. Rien n'est obligatoire dans la lutte. On fait avec son cœur, on fait comme on veut. Et les gens qui luttent quotidiennement contre ce genre de grands projets inutiles, imposés et destructeurs, souvent sont taxés de parias, sont taxés de parasites sociétaires, etc. Alors que ce sont en fait des gens qui sont assez clairvoyants. Mais quand on est trop clairvoyant dans la société individualiste dans laquelle on vit, eh bien on se retrouve enfermé. Alors pour quelques heures, des fois seulement en garde à vue, puis un peu plus gravement en prison, et encore plus gravement en HP. Donc en ce moment même, par exemple, il y a un ami très cher de la lutte qui est Pétoff, Éric Pététin, ou l'Indien pour les intimes, qui s'est retrouvé en HP pour simplement avoir rendu hommage à certaines personnes de chez Charlie Hebdo qu'il connaissait personnellement. Et donc il s'est retrouvé 24 heures en garde à vue, puis comparution immédiate, et ensuite en HP pour minimum 1 mois. Au début ça se passait bien, puis désormais là ça se passe un peu moins bien parce qu'il a eu un petit excès selon eux de révolte. Alors que c'est quelqu'un de très pacifiste, certes qui sait s'énerver, mais qui est très pacifiste, qui n'est absolument pas violent. Et du coup ils sont en train de le gaver de médoc, donc les camisoles chimiques, etc. Donc c'est pas du tout le seul dans ce cas, parce qu'on enferme les gens, on les abrutit de médicaments pour qu'ils se taisent, et pour tout simplement les faire rentrer dans un mode de vie où ils n'ont pas envie d'être, où personne vraiment n'a envie d'être. C'est le gros malaise de cette société, tout le monde croit qu'ils sont heureux avec leur confort matériel, et au final c'est ce qui nous abrutit de conneries et de médicaments pour faire croire qu'on est bien, alors que c'est ça qui nous rend mal. C'est le système de consumérisme qui nous rend mal.